Aujourd'hui, on va parler de lancer de dés, de tirage du loto et d'expériences aléatoires. Bref, on va parler de probabilité. Alors on a souvent une image un peu fausse de ce que sont les probabilités. J'entends souvent les étudiants me dire que les probabilités, c'est calculer la chance qu'un événement a de se produire, sans vraiment comprendre ce que représente mathématiquement un événement. Dans cette vidéo très courte, on va donc aborder que sont les probabilités avant d'entamer la construction rigoureuse de toute la théorie probabiliste. On va aujourd'hui prendre un exemple assez simple qui est celui d'un lancer de dés. Notre expérience aléatoire représente un lancer de dés et on s'intéresse au nombre qui est sorti à la fin du lancer de dés. Si on s'intéresse à cette expérience aléatoire, oméga va donc être l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Oméga représente en fait l'ensemble des événements élémentaires. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les événements élémentaires? Pour une raison toute simple, c'est que ces événements sont les événements minimaux que l'on peut considérer à l'issue de notre expérience aléatoire de lancer de dés, mais on peut également imaginer des événements plus complexes, par exemple tirer un nombre pair. On pourrait imaginer tirer un nombre impair, tirer un multiple de 3, bref. Il y a pléthore d'événements que l'on peut considérer lors de cette expérience aléatoire qui sont différents des événements élémentaires, tirer le 1, tirer le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir s'intéresser à ce que représente intuitivement cette notion de probabilité. Alors on va commencer par représenter oméga comme un grand cercle. En fait, qu'est-ce que je fais avec ce grand cercle oméga? Je ne fais rien d'autre que représenter un espace. On considère qu'on travaille à l'intérieur de cet espace oméga. Vous allez comprendre pourquoi. On a donc découpé l'espace oméga en 6 parts égales 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, qu'est-ce qu'on sous-entend en faisant ça? On va sous-entendre que oméga n'est constitué que des événements élémentaires tirer le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6, et que chacun de ces événements a une probabilité égale. On va considérer donc qu'on a un dé non truqué. En fait, en quelques mots, les probabilités, c'est assez simple. On va considérer que l'espace oméga, il a un volume total égal à 1. Et ensuite, quand on va s'intéresser à calculer la probabilité d'un événement, en fait, ce que représente cette notion de probabilité d'un événement, ça représente la partie du volume total de oméga qui est occupée par cet événement-là. Donc, si je veux par exemple calculer la probabilité de tirer le 1 à l'issue de mon lancer de dés, intuitivement, que représente cette probabilité? En fait, l'événement 1, on peut le voir comme un sous-ensemble de oméga. Ce sous-ensemble, il occupe donc une partie du volume total de oméga. Et donc, la probabilité d'avoir l'événement 1, ça va donc être la partie du volume total de oméga qui est occupée par l'événement 1. Maintenant, ce qu'il faut comprendre en quelques mots quand on parle de probabilité, assigner à un événement la probabilité qu'il se produise, c'est regarder quelle est la part du volume total de oméga qui est occupée par cet événement. Si je regarde par exemple ici la probabilité d'avoir l'événement élémentaire 1, ça signifie que je regarde donc quelle est la probabilité de tirer le chiffre 1 à l'issue d'un lancer de dés. Ici sur mon dessin, on se rend compte que l'événement 1 occupe 1/6 du volume total de mon ensemble oméga. Et donc, calculer la probabilité d'un événement, ça revient à calculer le volume de l'espace occupé par cet événement à l'intérieur de l'espace des événements possibles. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, on pourrait presque s'arrêter et terminer la vidéo ici. Ce qu'on a dit, c'est que calculer la probabilité d'un événement, c'est calculer quelle est la part du volume total de l'ensemble des événements qui est occupé par cet événement en particulier. Et donc on commence à toucher du doigt quelle va être la complexité de la théorie de la probabilité. On est en train de dire qu'on cherche à mesurer le volume d'un espace. On va donc plus tard, dans les prochaines vidéos, se concentrer pour définir toutes ces notions de manière rigoureuse. Qu'est-ce que c'est que mesurer un espace? Est-ce que tous les espaces peuvent être mesurés? Quelles sont les propriétés que doit vérifier une mesure sur un espace, etc. Il y a quand même quelques petites précisions à apporter avant de clore cette vidéo. Vous allez voir que ça va vous rappeler les propriétés que vous avez déjà vues dans les probas, mais expliquées de manière intuitive avec cette notion de volume. Si je reconsidère théoriquement un espace des événements possibles noté grand oméga. Grand oméga, encore une fois, il est composé d'événements élémentaires qu'on peut appeler les petits omégaïs. J'ai donc ici considéré que grand oméga n'était composé que de 7 événements possibles. Ces événements sont notés oméga 1 jusqu'à oméga 7. Si vous avez compris ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on a en fait ici présenté des événements élémentaires oméga 1 jusqu'à oméga 7 qui sont tels que la probabilité de l'événement oméga 7 est supérieure à la probabilité de l'événement oméga 1. Pourquoi? Parce que le volume occupé par oméga 7 à l'intérieur de grand oméga est plus grand que le volume occupé par oméga 1. Si vous avez compris cette notion de part du volume de grand oméga occupé par un événement élémentaire, alors vous avez tout compris. Reprenons un exemple concret avec notre lancer de dés. Si maintenant je ne considère plus comme événement l'un des événements élémentaires, mais que je considère un événement plus complexe. Considérons par exemple l'événement obtenir un nombre pair après un lancer de dés. Alors, qui vont être les candidats à l'intérieur de grand oméga? On va évidemment maintenant obtenir que cet événement tirer un nombre pair à l'issue d'un lancer de dés, c'est obtenir soit 2, soit 4, soit 6. Et donc maintenant, quelle est la part du volume total de oméga qui est occupée par les événements que j'ai coloriés en vert? On trouve la moitié.
Qu'est-ce qu'on vient donc de dire? On vient donc de dire que le volume total occupé par l'événement obtenir un nombre pair à l'issue d'un lancer de dés représente la moitié du volume total de grand oméga. Donc cet événement obtenir un nombre pair à l'issue d'un lancer de dés a une probabilité 1,5 de se réaliser dans notre expérience aléatoire. On pourrait évidemment faire la même chose avec les nombres impairs ou avec les nombres multiples de 3, peu importe. Vous avez donc maintenant compris que définir un événement, c'est définir un ensemble d'événements élémentaires, et que calculer la probabilité de cet événement, c'est calculer quelle est la part du volume total de grand oméga qui est occupé par l'ensemble de ces événements élémentaires constitutifs de mon événement global. Considérons maintenant un autre exemple théorique où je reconsidère un ensemble oméga qui représente l'ensemble des événements possibles, et je vais maintenant venir considérer deux événements grand A et grand B. Qu'est-ce que je peux dire sur ces événements grand A et grand B? Eh bien déjà, à vue d'œil, ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité de grand A est à peu près similaire à la probabilité de grand B. Pourquoi? Parce que la part du volume total de grand oméga occupé par l'événement A et occupé par B sont à peu près identiques. Donc ces deux événements A et B ont des probabilités de se produire à peu près identiques. Ce que je peux dire de plus sur ces deux événements, c'est que leurs ensembles sont disjoints. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a pas d'événement élémentaire qui est à la fois dans grand A et à la fois dans grand B. Ces deux événements sont donc dits incompatibles. On va donc dire que la probabilité de leur intersection est nulle. Et on obtient donc que la probabilité de A inter B est égale à 0. Considérons maintenant une autre configuration pour les événements A et B. On considère maintenant cette configuration où l'événement grand B est inclus dans l'événement grand A. Dans cette configuration-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'événement B implique l'événement A. Pourquoi? Parce que dès que l'événement B se réalise, alors l'événement A se réalise également. Dans ce type de figure, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire au niveau des probabilités? Si B est inclus dans A, automatiquement le volume occupé par B est plus petit que le volume occupé par A à l'intérieur de grand oméga. On va donc dire que la probabilité d'obtenir l'événement B est plus petite que la probabilité d'obtenir l'événement A. Tout ça se visualise très bien à l'aide de cette notion de volume occupé. Prenons cette fois encore une autre configuration pour nos événements A et B. Vous allez voir qu'on retrouve toutes les propriétés que vous avez toujours utilisées sur les probas. On considère maintenant des événements A et B qui sont tels que leur intersection n'est pas l'ensemble vide. Ici sur l'image, on se rend compte que la probabilité de l'événement A sera plus grande que la probabilité de l'événement B. Toutefois, ce qui m'intéresse ici, c'est simplement le fait que leur intersection n'est pas vide. Et la seule chose qu'on puisse dire dans le cadre général, c'est que si A inter B ne vaut pas l'ensemble vide, alors A et B ne sont pas incompatibles. Et on va donc avoir des formules qui vont apparaître pour par exemple calculer la probabilité de la réunion entre A et B. Que va-t-on obtenir si on cherche à calculer la probabilité de l'événement A ou B? Je vous rappelle que A ou B représente l'ensemble des événements élémentaires qui appartiennent soit à A, soit à B. On cherche donc à calculer quelle est la part du volume de grand oméga qui est occupé par grand A et grand B. Alors dans un premier temps, on serait tenté de dire que la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. En effet, on serait tenté de sommer les volumes. Toutefois, si on regarde un peu plus dans le détail ce qui se passe au niveau de la somme des volumes. On va donc calculer dans un premier temps la part du volume de grand oméga occupé par grand A. On va donc en clair calculer le volume ici colorié en rose et regarder la part qu'il occupe à l'intérieur du grand volume oméga total. Maintenant, si on cherche à calculer le volume occupé par grand B, on va cette fois calculer le volume qui est ici colorié en orange. Toutefois, on se heurte à un problème car il y a une partie de l'espace qui est coloriée à la fois en rose et à la fois en orange. C'est en fait la part de grand oméga qui est commune à A et à B. Et on se rend compte qu'il y a donc une partie de l'espace de grand oméga qui a été comptabilisée deux fois dans le calcul de la probabilité de la réunion entre A et B. Il va donc falloir retirer une fois le volume de cet espace. C'est ce qu'on va donc faire en corrigeant la formule P de A union B égale P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection entre A et B. Et on obtient donc visuellement ce qu'il se passe au niveau de la probabilité de la réunion de deux ensembles. On remarque d'ailleurs que si A et B sont des ensembles disjoints ou incompatibles, alors la probabilité de leur réunion est égale à la somme de leurs probabilités. Et enfin, dernier point, on va s'intéresser aux événements indépendants. Vous avez sûrement déjà dû voir en classe que deux événements sont indépendants si et seulement si la probabilité de leur intersection est égale au produit de leur probabilité. Mais comment cette propriété se manifeste d'un point de vue intuitif? Déjà, ce dont on se rend compte, c'est que si deux événements sont indépendants, ils ne peuvent pas être incompatibles. C'est-à-dire que leur intersection ne peut pas être vide. Sauf, évidemment, si l'un des deux événements A ou B est ce qu'on appelle négligeable, c'est-à-dire de probabilité nulle, ce qui signifie que la part du volume total de grand oméga occupé par cet événement est nulle. Ici, graphiquement, donc, si on veut que A et B soient des événements indépendants, il va falloir que la probabilité de leur intersection soit égale au produit de leur probabilité. On a dit que la probabilité de l'intersection entre A et B était égale à la partie du volume total de grand oméga occupé par l'intersection entre A et B. On s'intéresse donc à l'ensemble ici rayé, et on souhaite donc que la part du volume total de grand oméga occupé par cet espace soit rigoureusement identique à la partie du volume total de grand oméga occupé par le produit de celui de grand A par celui de grand B. Voilà donc pour la partie intuitive sur les événements dits indépendants. On pourrait rajouter beaucoup d'explications, comme dire par exemple que si A et B sont indépendants, alors les probabilités conditionnelles de l'un par rapport à l'autre ont les mêmes que simplement les probabilités de l'un. Ce qu'on peut dire, c'est que regarder l'événement A à la connaissance de ce qu'il s'est passé pour l'événement B n'apporte pas d'informations utiles.
utile pour le calcul de la probabilité de A. Voilà donc pour cette introduction aux probabilités et aux notions de mesure d'espace. Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on a commencé à introduire la théorie de la mesure qui sera présentée plus rigoureusement dans les prochaines vidéos. En quelques points, ce qu'il faut comprendre avant d'entamer la théorie de la mesure. Lorsqu'on parle de probabilité, on parle de mesure sur un espace. L'espace grand oméga représente l'ensemble des événements possibles lors de notre expérience aléatoire. Un événement est la réunion d'événements élémentaires. Lorsqu'on cherche à calculer la probabilité d'un événement, on cherche à calculer le volume de l'espace oméga occupé par cet événement. Il faut maintenant que l'on s'attache à définir ce qu'est une mesure, à définir ce qu'est un ensemble mesurable et à expliquer comment est-ce qu'on peut en déduire les propriétés qu'on a ici évoquées sur les probabilités. À savoir que la probabilité d'une intersection disjointe doit être nulle. Vous verrez qu'il y a plein de subtilités dans cette théorie de la mesure et qu'il va falloir qu'on s'attache à contourner des difficultés colossales. Cette théorie de la mesure est le fruit de Henri Lebesgue et on verra ça dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu, c'est toujours bon pour le référencement de la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!